rien, j'ai ma liberté de parole pour moi et je vous demande juste de faire confiance à mon intention qui était bonne et de faire progresser les choses. Voilà, je serais ghostée, mais ça fait rien. C'est pas très grave. Ça veut dire que c'est ça sera mon destin et j'irai faire autre chose. Bon, je découvre un super appel à projet de l'IR2J intitulé Besoins, demandes et attentes de justice. Et à l'intérieur, bon, moi j'ai failli m'étrangler, mais au Québec, je crois qu'on dirait j'ai failli m'étouffer. Je lis la chose suivante. Les intermédiaires de justice sont également concernés. L'appel à projet est très très bon, le texte est très très bon. Il donne vraiment envie d'investir. Ça, c'est juste le paragraphe qui, moi, m'a heurté. Concernés, ils connaissent d'expérience les déterminants l'accès à la justice et le ressenti de leurs clients, notamment face aux décisions qu'ils reçoivent, ou encore, donc on parle des intermédiaires de justice, en ce qu'ils permettent un évitement de la justice. Entre parenthèses, médiateurs, notamment défenseurs des droits. Alors là, franchement, si on veut avancer, il faut être clair, quoi. Est-ce que médiation et autres modes appropriés de règlement des différends, c'est la justice ou pas? Je sais que vous pensez que oui. Mais il faut arrêter d'écrire des trucs contraires qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux, qui vont passer dans la communauté des chercheurs. Et quand on va parler de médiation, ils vont avoir l'impression qu'ils cherchent sur un truc qui est tout sauf, même pas du droit. Vous l'avez dit dans une de vos réponses, quand Sylvette vous a questionné, ouais, mais en médiation, il y a peut-être moins de droits que dans le procès. Mais non, il y en a pareil, simplement, il n'y en a pas autant. On n'en a pas besoin d'autant. Par contre, c'est de la justice. Mais il faut le crier haut et fort. Et si l'innovation, c'est ça, mais moi, je veux bien le chanter avec Pierre. Donc, la justice participative, c'est de la justice et c'est peut-être même une meilleure justice dans certains cas que la justice institutionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle ne répond pas qu'à une question technique, parce qu'elle s'interroge sur les besoins, les attentes, c'est l'intitulé du projet des parties. Et quand vous discutez avec Sylvette et que vous n'êtes pas d'accord et que vous dites, moi j'ai une expérience de médiation droit de la conso sur Parle, parce que j'avais un problème de conso, je voulais des dommages et intérêts, j'étais satisfaite. Mais pourquoi vous avez été satisfaite? Parce qu'on a satisfait votre besoin de justice et que votre besoin de justice, il était juste indemnitaire. Et pourquoi Sylvette n'est pas d'accord? Parce que Sylvette, avec son expérience comme moi, elle sait bien que le besoin de justice, il n'est pas toujours satisfait avec une question indemnitaire. Surtout quand les indemnités elles relèvent de barème. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous comprendre. Je fais de la métamédiation. Donc, bon, donc, il y a une sorte de culture, il y a une culture, il y a beaucoup de mesures. Donc, j'avance sur ça, mais s'il vous plaît, à l'IERDJ, voilà, affirmer haut et fort que la justice participative, c'est de la justice, et elle n'est pas plus facile. Hein. Elle n'est pas plus facile. Hein. Elle nécessite du courage, beaucoup plus de courage que la justice institutionnelle de la part des justiciables. Elle nécessite du talent de la part des tiers médiateurs, et ça ne s'improvise pas, et même de la part des magistrats. Non, je suis encore dans les temps. Ah oui, mais je suis dans les temps. Et donc, elle nécessite du courage et même de l'humilité. C'est justice. Ah oui, j'ai d'autres arguments à sortir par rapport à ça. De la part des magistrats, ça nécessite de l'humilité. Dire que ce à quoi ils ont été formés ne sert pas nécessairement à ça. Bon, justice participative, on a des déclarations très très fortes du ministère de la Justice. Je me demande bien d'ailleurs quelle est sa source d'influence. Un argument de plus peut-être pour dire que les femmes sont l'avenir. Bref, toujours est-il que malgré son profil très atypique, mais tant mieux, si c'est un profil d'avocat pénaliste dur, qui ne vivait que par le procès avant d'être ministre de la Justice, tant mieux, si après tout, c'est peut-être une sorte de contre-exemple sur lequel il faut savoir rebondir. La formation, alors, qu'est-ce que je peux, en 2 minutes, on sait, euh, on n'a pas, en termes de recherche, lorsqu'on s'est interrogé sur la formation dans le cadre de l'amiable, on s'est beaucoup intéressé sur la formation des médiateurs, des tiers neutres, sous l'angle de la déontologie, de la compétence, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, tout ce que vous connaissez sans doute. Et on a oublié finalement de s'intéresser à la formation des juristes qui sont dans l'environnement, les avocats, les magistrats, les juristes d'entreprise qui vont prescrire, etc., etc. Et c'est cet angle-là, voilà, que j'aurais pu développer beaucoup plus longuement et que je ferai par écrit de toute façon, parce que ce que je me dis, c'est que les avocats, les magistrats, les juristes d'entreprise, soit, etc. Mais avant d'être ces professionnels-là du droit, ils ont d'abord été des étudiants. Et c'est là que l'universitaire, il a un rôle à jouer. Vous voyez, je me fais vraiment
J'ai mis redémarrer, mais c'est bon. On est d'accord, hein? Bon, Une compensation entre le temps qu'elle n'a pas entièrement utilisé, Pierre. 20 minutes pile, hein, donc bon, on va pas discuter du temps, ça fait perdre du temps. Je veux juste te dire que est-ce qu'à ces étudiants en droit qu'on a sous la main tout le temps, parce qu'on est 3 professeurs à Maya, à Montréal, est-ce qu'on leur a suffisamment, nous, parlé de justice, on s'est les a suffisamment fait réfléchir? Est-ce qu'on a fait suffisamment d'épistémologie? Je sais qu'au Québec, vous êtes plus avancés qu'en France. Nous, en France, on a vraiment du retard. Et puis, est-ce qu'il faut quand même, à un moment donné, leur faire découvrir que droit et justice, c'est pas nécessairement lié, que le droit, faut peut-être pas le sacraliser, qui répond à bien des besoins, mais qui ne répond pas de façon satisfaisante à tous les règlements de conflit. Voilà. Et donc, 3 points, 3 pistes d'innovation. Ça peut être la conclusion. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai envie de travailler dans ces 3 directions-là. En termes d'enseignement universitaire pour former de meilleurs juristes, mais à faire avancer mieux les questions de justice. Le premier point sur lequel moi j'ai envie de travailler, considéré comme une innovation ou non, j'en sais rien, c'est il me semble que nous ne hiérarchisons pas suffisamment les connaissances lorsqu'on les enseigne. On les enseigne bloc par bloc, discipline juridique par discipline juridique, et en réalité, on ne les hiérarchise pas, on ne les sélectionne pas de façon suffisamment pragmatique. Autrement dit, on n'a pas une bonne combinaison entre les savoirs académiques et les savoirs pratiques. Exemple, en matière d'amiable, il y a besoin de quoi? Et de pas grand-chose. On a discuté, on s'est chicané à n'en plus finir sur le fait de savoir les médiateurs, il faut être juriste ou pas juriste. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quelles sont les conséquences en droit pour passer de bonnes ententes. Il faut quoi? Il faut bien connaître les limites de l'ordre public, parce qu'on ne peut pas négocier sur tout. Et il faut avoir une super technique contractuelle, parce qu'une fois qu'on s'est mis d'accord, il faut que l'entente aille jusqu'au bout. Point barre. Il faut réorganiser les choses comme ça. Deuxième chose, renouvellement de méthode. En France, je ne sais pas au Québec, on a une super technique de commentaire d'arrêt, des décisions de jurisprudence. Si je vais encore plus vite, il faut apprendre à rebondir sur les expériences des justiciables et analyser les arrêts et les décisions de jurisprudence autrement que comme on le fait maintenant. On a une grille fait, procédure, problème juridique et solution. Ça vous parle, hein? Vous changez de voilà. Bon, et quand on arrive là, on a des étudiants qui nous parlent des affaires les plus graves, comme si c'était un petit roman, la petite histoire, le petit truc. Et en réalité, on ne leur permet pas de prendre la mesure des enjeux. Donc, ce que je propose, et l'innovation, ça pourrait être de commencer par ça, parce qu'il faut quand même qu'on leur apprenne les compétences d'analyse, etc., d'argumentation pour ça, mais ensuite de faire marche arrière et de partir, est-ce que, de la question fondamentale suivante, est-ce que, hommage à Jean-François Roberge, est-ce que la décision à laquelle le juge est parvenu, on est parvenu au procès, est satisfaisante pour l'une ou l'autre des parties? Et souvent, ça sera satisfaisant pour aucune des deux. Et donc, et comment, et de faire le truc à rebours, j'ai pas le temps de vous expliquer le truc, mais moi, ça fait déjà 3 ans que je l'enseigne, et de décortiquer et de s'interroger sur comment finalement les parties en sont arrivées là. Est-ce que le juge a vraiment statué sur le problème pour lequel les parties se sont fâchées au départ? Certainement non. Un exemple, licenciement d'un salarié parce qu'il a volé 3 marchandises d'une valeur inférieure à 6 euros. Décision de cour de cassation. 7 années de procédure, d'accord? 2016. Et le juge, il statue sur quelle question? Est-ce que c'est un licenciement pour faute grave ou légère? C'est pas le problème. Ça peut pas être ça. Et puis, quelque part, je crois que les parties s'en fichent de ça. Donc, c'était quoi le vrai problème? Combien ça a coûté? Autrement dit, mettre au point une méthode, et je m'adresse à mes collègues qui sont là, et j'espère que vous allez faire changer les choses dans vos universités respectives, c'est de faire une analyse plus pragmatique et sous l'angle du sentiment de justice et de l'insatisfaction que ça peut créer chez une partie, l'autre, les deux. Ça serait super intéressant. Et je vais terminer par l'interdisciplinarité fondamentale, parce que nos juristes, on en fait des super techniciens, et vous tous en France ou au Québec, la chose qu'on apprend le plus, c'est ce qui caractérise un juriste, c'est la méthode, et on les apprend super bien à qualifier les faits en droit. On transforme les faits en droit, très bien. On les a super bien formés, on sait faire ça, super bien. Sauf que lorsque cette compétence juridique, ils ont super bien acquise à l'université, ça passe et ça se traduit X années après, ou X mois après, chez un avocat ou chez un magistrat, et ben, on leur a appris transformer les faits en droit. Qu'est-ce qu'ils oublient de faire au milieu?
La plupart, il ne faut pas généraliser, je veux vraiment m'arrêter là, ce sera mon mot de conclusion. Qu'est-ce qu'ils oublient de faire beaucoup au passage? C'est d'écouter. C'est d'écouter, vraiment. Je pense que leur cerveau, là, et ça, franchement, j'ai fait l'expérience en formation continue à l'école des avocats à Toulouse, le cerveau, il part, ils écoutent les faits, mais avec un objectif de les transformer en droit. Ils n'écoutent pas les faits pour comprendre ce qui s'est passé. Ils n'écoutent pas les faits pour comprendre le problème, pour comprendre les besoins de justice, pour comprendre les attentes, pour comprendre ce que les parties attendent de la justice. Ils écoutent les faits pour faire le job, transformer en droit, etc. Et voilà. Et là, on est parti sur une piste qui parfois sera satisfaisante et parfois le sera pas du tout. Donc, pour changer les pratiques, voilà. Moi, je pense que les innovations, c'est pas forcément de super grandes idées. Je pense que ça peut être des idées plus modestes, toutes simples. Chacun à son niveau, chacun à sa mesure. Voilà, pas forcément facile à mettre en œuvre dans le milieu, mais je crois qu'elle doit surtout venir de l'intérieur. Merci, chère Lise. Merci à toi d'avoir rappelé que les mots ont un sens et que la justice n'est pas forcément une décision d'un juge. Chère Maya, Madame Maya Cachéchaud, pardon, qui est en distance à Montréal. Merci, chère Maya, d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit à la faculté de droit de l'Université de Montréal, mais vous êtes aussi la directrice scientifique de l'IQRDJ. Vous avez enseigné le droit des affaires et vous êtes interrogé, vous, sur, vous avez aussi enseigné le droit des affaires et le droit de l'entreprise, pardon, et vous êtes intéressé aux questions de l'intermédiation juridique et de l'accès au droit à la justice, tout en développant une forte approche interdisciplinaire du droit. La question de l'accès au droit et de l'intermédiation vous a amené à vous intéresser aussi à une profession en particulier, dans une approche québécoise, mais aussi un peu française que vous développez actuellement, des huissiers de justice et commissaires de justice en France. Vos réflexions portent sur les spécificités de cette profession, dans son innovation, dans sa relation aux autres professions, mais aussi dans leur innovation conjointe. Ce qui vous intéresse, ce sont les liens qui unissent tous ces acteurs dans l'innovation, avec le questionnement sur la place de l'intermédiaire du droit. Et dans vos travaux, vous avez pu déterminer les pratiques novatrices en émergence chez les huissiers de justice, qui sera donc votre propos. Vous avez 20 minutes. Chère Maya, merci à vous. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous malgré, même si c'est en distance. Merci pour les organisateurs de m'avoir permis et donné cette opportunité de pouvoir contribuer et partager aussi ma conférence avec vous. Ce qui me rassure que c'est le premier rendez-vous international. Donc, si je ne suis pas là aujourd'hui, je promets d'être là la prochaine fois au deuxième et j'espère que ce soit à Montréal, de nous retrouver autour de la réflexion aussi à Montréal. Donc, moi, j'ai un petit PowerPoint, alors que j'ai promis à Pierre et Élise de ne pas avoir que 2 images. Là, j'ai un petit PowerPoint que j'aimerais quand même partager avec vous. Je vais tenter de partager. Alors, voilà. Est-ce que j'ai bien réussi à partager le PowerPoint? Très bien, Maya. On le voit. Je vais essayer de faire encore une manœuvre. Est-ce que ça va mieux comme ça? Parfait, on voit mieux, oui. Parfait. Donc, notre panel d'aujourd'hui, il traite de comment les professionnels de la justice modifient-ils ou modifient-elles attendez un peu, leurs pratiques. Et aujourd'hui, j'ai décidé et j'ai choisi de partager avec vous un cas particulier qui est le huissier. Alors, les pratiques novatrices en émergence chez les huissiers de justice du Québec. Et pourquoi je m'intéresse à cet acteur-là? En fait, dans mes recherches en général, je m'intéresse à l'intermédiaire du droit. Et j'ai beaucoup travaillé sur le conseiller financier qui est non juriste, mais qui
traite avec beaucoup de lois et de règlements. En fait, le marché financier est le domaine le plus réglementé de tous les domaines. Et c'est lui qui transmet le droit et explique les contrats à ses clients. J'analyse les intermédiaires du droit en mobilisant des théories de sciences sociales en droit et pour comprendre un peu plus leur pratique. Pour le huissier de justice, je m'intéresse depuis quelques mois en fait parce que je travaille sur un projet de recherche en droit comparé avec la France justement sur l'innovation de ce professionnel dans le domaine de justice et comme vous allez le voir, il y a beaucoup de changements et d'innovation dans les pratiques de huissier. Donc, je ne peux pas aujourd'hui partager les résultats de notre recherche parce qu'ils sont toujours en cours, mais j'aimerais partager quand même l'expérience québécoise. Je vais le faire en 3 parties. Donc, la première, je veux juste mentionner que lorsque je vais présenter aujourd'hui l'huissier de justice, je vais le présenter pas comme un acteur seul, mais dans son rôle en interaction avec les autres professionnels de la justice, donc les avocats, les notaires, les juges. Donc, c'est un professionnel en action. C'est comme ça aujourd'hui que j'aimerais le présenter. Et j'aimerais présenter justement 3 cas qui ont provoqué l'innovation de justice en général au Québec et qui a affecté particulièrement aussi le huissier de justice. Donc, la première, c'est l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile de Québec en 2016, la COVID qu'on a vécu tout le monde, et enfin, le projet de loi 34 qui est présentement en cours au Québec. Alors, huissier, on le connaît tout le monde. Le huissier, c'est le commissaire de justice en France. C'est le professionnel de justice, officier de la justice, qui est connu comme quelqu'un qui signifie les documents et qui exécute les jugements. Alors qu'aujourd'hui, il porte un rôle beaucoup plus important grâce à l'innovation que la justice a connue. Et là, on va voir ensemble comment ce huissier-là travaille et comment il est en interaction avec les autres professionnels. Donc, Pierre et Élise nous ont entretenu un peu sur la profession des avocats. Donc, j'aurai la chance aussi de présenter la mutation aussi de la profession de l'avocat, du notaire et même du juge dans leurs relations dans la justice. Alors, on connaît très bien tous que la justice, c'est un système excessivement institutionnalisé. Donc, l'innovation dans le domaine de justice est quelque chose de très difficile. Il y a beaucoup de résistance. C'est un milieu complètement conservateur et tout changement pourrait être vu comme une menace. Donc, le débat contradictoire, l'indépendance judiciaire, l'égalité juridique des citoyens, le droit d'être entendu, tous sont des principes fondamentaux qui ralentissent les possibilités de changement dans le milieu de justice. Alors que c'est Cher Maya, pardonnez-moi, juste, on a une petite difficulté technique, c'est que vos diapositives ne se déroulent pas. Ah, ok, pardon. Une chance que vous m'avez dit. Ok, d'accord. Peut-être refaire un essai pour voir si. D'accord, non. Est-ce que vous avez vu déjà une. Non. Voilà, je vais faire. Voilà, c'est bon maintenant. Ah, donc je vais rester comme ça. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ces pages-là? Il n'y a que la première qui était à l'écran, les autres ne sont jamais apparus.
D'accord. Donc là, je parlais de l'huissier, je parlais de l'huissier dans son interaction avec les autres professionnels du droit, je parlais du système de justice avec une belle photo de la difficulté, en fait, de pouvoir convaincre le système de justice de s'améliorer ou de changer. Et là, j'arrive à analyser 3 cas spécifiques que j'aimerais partager avec vous où des changements importants ont touché le domaine de la justice et qui seront analysés à la lueur de la théorie du changement. Donc, pour aujourd'hui, je me suis inspirée beaucoup des travaux et des écrits de Pierre Norow, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, le premier cas, c'est le changement qui a eu lieu en 2016. Donc, c'est un changement très important, législatif celui-là, donc c'est par choix. Le législateur a voulu donner une place particulière au mode de prévention et de règlement de différends qu'on appelle PRD. Donc, c'est un nouveau code de procédure civile qui est entré en vigueur en 2016 et qui s'inscrit dans une volonté de changement de culture juridique pour une justice plus accessible et moins coûteuse, et aussi pour faire participer aussi les citoyens dans la solution. 3 articles de ce nouveau code, il n'est plus nouveau code, mais parce qu'il est entré en vigueur en 2016, mais 3 articles qui m'attirent l'attention. Donc, le premier, qui est le fondement même de ce principe-là du PRD, les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement. Donc, les parties doivent considérer la possibilité de trouver des solutions à l'amiable. Ils ne sont pas obligés, mais c'est une étape qui est souhaitée. L'article 51, les tribunaux peuvent à tout moment, et ça c'est important, sur demande et même d'office, ça veut dire c'est un pouvoir discrétionnaire au juge de déclarer qu'une demande de justice ou un autre acte de procédure est abusive. Ça veut dire s'il constate, le juge, que les parties ou une des parties est là juste pour faire perdre le temps, qu'on aurait pu trouver des solutions et qu'on est là juste par punition ou par vengeance. Alors, à ce moment-là, l'article 342 donne le pouvoir au tribunal d'ordonner les frais judiciaires et extrajudiciaires à la partie qui a fait perdre le temps de tout le monde. Alors ça, c'est quand même une étape importante dans cette mutation-là qui a touché le système de justice. Quelles sont les conséquences de cette première innovation? C'est qu'il y en a plusieurs qui ont commencé, plusieurs professionnels du droit, qui ont commencé à jouer un rôle de médiateur. Donc, les avocats, on voit ici, ils sortent du système purement judiciaire où c'est la plaidoirie, c'est les tribunaux, et là, ils se trouvent à jouer un rôle en dehors du système comme médiateur. Donc, on a vu une tendance très, très, très forte d'avocats, de ce professionnel de droit qui est fier de jouer son rôle de médiateur. Et là, on trouve que aussi ça a affecté le huissier de justice, que lui aussi, il peut jouer ce rôle de médiateur à l'extérieur du domaine où il est connu. Lui, c'est vraiment signification, exécution et saisie. Là, il se trouve à jouer un rôle différent. Et comme on voit ici, en dehors du tribunal, il y en a plusieurs professionnels de droit qui partagent aujourd'hui le même territoire. Donc, le notaire, qui est professionnel de droit aussi, qui avait quasiment un grand monopole dans le domaine de la médiation, se trouve à partager aussi ce territoire avec d'autres professionnels. Alors ici, quand on arrive, on dit, c'est comme le huissier, il a maintenant un rôle plus important. Ça, c'est la première amélioration, la première innovation dans son rôle, qui est maintenant pas seulement un exécuteur ou quelqu'un qui signifie, mais qui a un rôle plus actif sur le terrain comme un intermédiaire de droit et de justice. Et il peut jouer un rôle plus important aussi pour atteindre des objectifs qu'on cherche aujourd'hui, c'est réduire les coûts, désengorger les tribunaux.
Alors, aujourd'hui, le huissier se trouve à jouer un rôle plus important parce qu'il est appelé à jouer un rôle dans plusieurs autres domaines que juste son rôle traditionnel. Donc, il peut envoyer des mises en demeure. La mise en demeure envoyée par un huissier est incontestable. Il fait des constats, donc c'est un document qui a une valeur probante pour faire des rapports concernant des faits et il a une valeur probante devant les tribunaux. Aussi, il est mandaté par les créanciers qui viennent le chercher pour jouer un rôle, pour mener à l'amiable une perception des dettes. Et là, quand un huissier se présente chez le débiteur, on comprend bien que quand même, ça aide un peu plus à peut-être considérer la dette à payer par le débiteur. Mais là, il ne se présente pas comme le huissier avec son profil qu'on connaît auparavant. Il se présente avec un profil différent. C'est un acteur, un intermédiaire, un professionnel qui cherche une solution en convainquant le débiteur que s'il remet volontairement le bien, il va aider à régler les problèmes sans devoir aller devant les tribunaux et engendrer beaucoup de coûts. Et s'il n'a pas de bien en garantie, il peut tout simplement trouver une façon pour régler la dette à l'amiable. Et bien sûr, s'ajoute à ça son rôle comme médiateur. Le huissier est très connu aujourd'hui, il est très appelé dans le domaine de l'immobilier. Donc, que ce soit par les propriétaires ou par les propriétaires dans le domaine immobilier, que ce soit par les propriétaires qui cherchent à faire payer, par exemple, les locataires. Donc, il joue un rôle très important dans le domaine immobilier. Alors maintenant, si j'applique la théorie du changement à cette époque-là plus spécifique, donc on voit qu'il y a eu une mutation ici, mais c'est une mutation lente dans la pratique. Donc, ça prend beaucoup de temps, il faut qu'il y ait un changement de culture, il faut aussi apprendre à partager le territoire et les compétences avec d'autres professionnels. Il y a toujours des inquiétudes de la part des pratiques. Est-ce qu'on est en train de perdre un monopole quelconque? Le deuxième changement important dans le domaine de la justice qui a affecté aussi le rôle de huissier, c'est la COVID. Donc, on sait tout le monde que pendant la COVID, on est restés tous confinés et à ce moment-là, on ne pouvait pas vraiment sortir devant ou se présenter ou devant les tribunaux. Donc, à ce moment-là, il y a eu une nécessité absolue de faire changer les choses. Donc, ce changement-là est d'origine externe et il est venu s'imposer au système de justice de façon beaucoup plus radicale et rapide. Donc, ce n'est pas un changement lent, là, il est venu en très petite période de temps, il est venu changer beaucoup dans le domaine de la justice. Donc, du coup, on a vu des greffes électroniques à la Cour d'appel, des plateformes Teams, au tribunal administratif du Québec, on peut faire des requêtes introductives d'instance par courriel, l'aide juridique qui répond aux assistances par téléphone, procès en salle virtuelle avec WebEx et Dropbox, et l'acte notarié technologique. Donc, du coup, on voit que la mutation était très rapide et acceptée de tous les acteurs. Et là, on trouve que le même domaine de la justice qui était conservateur, qui ne bougeait absolument pas, il est devenu complètement dans l'innovation, à accepter tous les outils de technologie pour faire avancer les choses. Alors, si on applique la théorie de changement sur ce changement en particulier, on trouve que ce changement a été accepté par les acteurs sans même des modifications législatives parce que
on a réussi à utiliser les outils qui étaient à notre disposition et qu'on n'a jamais pensé les utiliser, donc toutes les plateformes qui sont disponibles pour échanger de façon électronique. Et le fondement, pourquoi ça a été fait de façon très rapide aussi, parce que tous les acteurs, tous les professionnels, dans cet état d'urgence, ils ont voulu trouver des solutions rapidement. Donc ici, il n'y a pas une inquiétude quelconque, parce qu'ils sont tous dans la même situation, ils sont tous en train de trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qui se passe ici par rapport à notre huissier de justice? Lui aussi, il a été affecté par la technologie. Et là, il y a un arrêté en mars 2020 qui permettait la signification des procédures par courriel. Alors ça, quand même, c'est un changement très, très important pour un professionnel de terrain. Alors ici, le huissier a accepté, il a utilisé la technologie, mais il faut savoir que cet arrêté-là, cette règle-là n'est plus en vigueur aujourd'hui. Et les huissiers sont très contents parce que pour eux, ils se trouvent comme des intermédiaires de terrain. Pour eux, c'est important de garder ce rôle-là. Donc, le changement dans la carrière de huissier à ce niveau-là n'était pas de longue durée, alors que l'acte notarié, par exemple, maintenant, il a acquis une pérennité au Québec. Chère Maya, 2 minutes pour votre troisième point. Parfait. Et pour conclure, parfait. Merci. Donc, le troisième point qui est très important, c'est que on a des modernisations maintenant concernant le notaire. Donc, c'est le projet de loi 34 qui permet à l'acte notarié qui avait une force probante avant de devenir exécutoire. Donc, le créancier et le débiteur, ils peuvent faire leur contrat devant un notaire et à ce moment-là, si par exemple l'exécution de la dette, le paiement de la dette n'est pas fait selon ce contrat, à ce moment-là, cet acte-là devient exécutoire. Bien sûr, le débiteur a toujours le choix d'aller devant les tribunaux ou non. Avec cet acte notarié exécutoire, lorsque ça va rentrer en vigueur, on va trouver que le rôle de huissier ici est très important parce que c'est lui qui est l'intermédiaire du droit qui va exécuter cet acte notarié. Donc là, on trouve que ça va être vraiment une mutation importante dans la vie de huissier. Et on va voir que avec ce nouveau changement, on va voir que le huissier de justice, il va sortir, il va commencer à exécuter en dehors du tribunal. Donc, l'espace qu'il occupait avant et qu'il le faisait avant, il peut le faire en dehors de cet espace-là. Il va créer un espace particulier avant même de se trouver devant les tribunaux. Et juste pour vous faire sourire, c'est qu'on a un autre une autre loi qui est entrée en vigueur qui permet au notaire à cette fois-ci de devenir juge. Alors lui, c'est l'inverse. Lui qui occupait l'espace à l'extérieur, il se trouve maintenant dans un espace à l'intérieur du système judiciaire. Alors tout ça pour trouver que l'innovation dans le milieu de justice qui est très, très, très lente, aujourd'hui, ça prend vraiment une autre allure. On est dans une grande vitesse et beaucoup de choses, peut-être on va vivre encore plus d'événements, de mutations, d'innovations dans le domaine de la justice. Alors, pour conclure, là je m'en vais vite, pour conclure notre panel,
s'intéresser à comment les professionnels de la justice modifient leurs pratiques. Je me suis intéressée aux pratiques novatrices des huissiers de justice du Québec. On a vu l'innovation de la justice en général, on a vu la mutation des pratiques des professionnels, et puis j'ai présenté à l'intérieur de ça la pratique spécifique des huissiers, qu'aujourd'hui il est connu comme un officier de justice, mais aussi comme médiateur et acteur vraiment d'exécution dans un espace qu'il n'occupait pas avant, et tout ça pour aider à décongestionner les tribunaux, diminuer les coûts et diminuer les délais. Alors voilà, j'espère que je suis rentrée dans mes 20 minutes. Merci beaucoup, chère Maya. Alors je vais juste peut-être arrêter le... Bon, on vous laisse faire. Merci beaucoup de nous avoir justement montré les innovations dans une profession qui pâtit d'une image assez surannée, mais qui ne l'est pas en définitive. Nous avons le temps pour des questions, évidemment. La parole est à vous. Est-ce qu'il y a une question? J'aurais une question. Bien sûr. Plus un commentaire ou une information. C'est vrai que les juristes ont peut-être trop cru Kelson lorsqu'il a dit que la justice, c'était pas pertinent pour faire une science du droit. Il y a quand même des cours de fondement du droit ou de philosophie du droit qui parlent de justice, qui parlent d'épistémologie juridique, et c'est des cours qui sont donnés au premier cycle. Donc, voilà, je voulais juste vous en communiquer. Puis quand on fait ça, on a vraiment l'impression d'être juriste. Voilà. C'est bien, et c'est ça que je regrette qu'il n'existe pas en France. C'est pour ça que j'envoie mes étudiants au Québec. Et que le Québec les garde. Ouais. Il y a d'autres questions? Bonjour, merci pour vos présentations. On entend un Smiley derrière le chien de Maya. Excusez-moi, tout le monde s'est réveillé. Voilà. Il veut peut-être sortir plutôt. Oui, puis je vois le soleil qui se lève aussi, donc courageuse Maya d'avoir donné sa formation à cette heure-ci. Moi, ça m'interpelle quand même l'enseignement de la justice. Je viens dans un département dont la mission est la justice sociale. On fait 50 ans de justice sociale cette année. Puis oui, je pense que ça passe par l'enseignement dans des cours de fondement, mais ça passe aussi par d'autres modes d'apprentissage. Nous, on a des cliniques juridiques en droits humains. On vient d'en créer une pour les droits LGBTQ+. On a un projet Innocence, Pro Bono. On a des étudiants, la semaine prochaine, ils sont en grève. Nos étudiants à l'UQAM sont fréquemment en grève pour aller appuyer les manifestations du Front commun des enseignements. Donc, je me demande, est-ce que, puis la question est ouverte, là, mais je me demande, est-ce que c'est seulement dans un enseignement traditionnel qu'on enseigne la justice par le biais de cours où on parle des théories de la justice, ou c'est pas plutôt en donnant des occasions aux jeunes professionnels pendant leur formation de voir les inégalités puis de voir où le droit se situe par rapport à ça? Pierre, tu veux répondre? Lise? Les deux, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Ça aussi, c'est très ancré dans nos cultures, intellectuellement, en fait. J'aime beaucoup votre question. Ma réponse, c'est les deux. Et on peut tout à fait faire des cours avec les théories de la justice et en effet avoir une approche et même conseiller plus réaliste, quoi, et plus en contact et en prise avec le terrain. Voilà. Et en même temps, au-delà de votre question, j'aime bien pas ce qu'elle traduit, c'est j'ai l'impression qu'en fait, on est vraiment dans une culture d'opposition. C'est comme si notre premier réflexe intellectuel, c'était de dire ça ou ça, ça ou ça. Mais je dis pourquoi pas ça et ça. Donc, en même temps, je vous dis ça, j'ai l'impression de dire quelque chose de évident, stupide, simple, mais observer, écouter les gens discuter, mais vraiment, écouter comment ils se parlent, comment ils s'écoutent pas, et pousser tout ça dans un milieu, effectivement, où le droit, où on travaille la justice, vous allez voir que c'est pas mieux, quoi, alors qu'on devrait être plus vigilant par rapport à ça. Donc, donc votre réponse, je n'oppose pas les deux. Et moi, volontiers pour des cours sur la théorie de la justice et qu'on complète avec des choses plus pratiques. Et d'ailleurs, lundi prochain, à l'Université de Toulouse, on travaille, on prend appui sur le film que vous avez cité. On fait venir des gens qui ont fait le film et on diffuse ça à l'université, grand amphi, et on va discuter sur la justice.
Et donc, on prend appui sur ça. Oui, c'est pas la pratique, enfin, c'est pas la pratique, mais il va quand même y avoir aussi, c'est lié, le colloque est en lien avec des gens qui travaillent dans les milieux pénitentiaires, avec les magistrats, au pénal, etc. Un peu pourquoi pas un peu de cinéma, parce que les jeunes, il faut aussi les attirer avec leur... ça ne veut pas dire que le cinéma n'attire que les jeunes, mais en tout cas avec des outils un peu plus fun que ce qu'on fait d'habitude à l'université en termes de méthode. Et je suis sûre que ça va faire bouger les lignes. Donc oui, les deux. Peut-être pour compléter, je pense qu'il y a un sujet aussi important, c'est de réduire la distance, en fait, de pas se positionner en juriste. Ça peut paraître un peu bizarre, un peu contradictoire, mais l'idée de garder ce que je disais sur le bon aussi, le bon sens, c'est de pas que ça soit enfin, les théories de justice, le pragmatisme enfin la théorie, la pratique juridique, tout ça, ça peut aussi les deux peuvent conduire à être distanciés de la réalité et du fait que on est certes juriste, mais avant tout, on est aussi on fait partie d'une société et on en est un maillon. On doit comprendre le besoin qui s'exprime devant nous et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à pas se réfugier derrière. Ça peut être aussi bien de la technique très très concrète que de la qu'une théorie très, très, très abstraite du droit. Le tout, c'est de rester en contact avec la réalité et de ne pas perdre ce contact-là. Ça peut vite arriver, alors ça ne concerne pas que les juristes, hein, ça peut être vrai pour un médecin, ça peut être vrai pour beaucoup d'autres, de garder cette forme d'empathie, en fait, aussi. Et ça, je pense que c'est aussi un point important qui va complémentaire. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Pierre, après Isabelle, et après monsieur. Oui, ben, en fait, la question, parce que c'est une question un peu de pédagogie, et comment est-ce qu'on enseigne les choses quand on enseigne le droit. Quand j'étais au collège, on se plaignait, nous, on n'était pas vieux, mais qu'ils nous enseignaient le latin, ils enseignaient les langues mortes, et ils faisaient enseigner les langues mortes par des profs qui avaient déjà un pied dans la tombe. Et puis, c'est vrai que c'était pas cool, tu sais. Et je trouve que parfois, la façon dont on enseigne le droit dans les facultés, c'est associé à l'étude de la branche morte de la société, là. C'est-à-dire, c'est la société, quand elle est morte, là, elle est rigidifiée dans la normativité, et là, elle ne bougera pas là, pour beaucoup de temps, et que dans le fond, on analyse finalement la société par sa dimension figée, par sa dimension la plus rigide. Et le problème, c'est que les étudiants finissent par le croire, hein. Évidemment, quand ils sortent après, ils nous en veulent pas mal de ne pas avoir expliqué ce que c'était pour vrai, hein. Je pense que c'est parce qu'on est justement, peut-être, là, je parle avec Stéphane, on est sans doute assez d'accord avec ça, dans la perspective strictement normative, on croit que le droit, c'est les normes, alors que le droit, c'est l'action qui s'organise dans la société en fonction d'un certain nombre de normes, qui d'ailleurs, pour beaucoup de cas, ne sont même pas des normes qu'on pourrait considérer comme juridiques, mais qui rendent la société possible parce qu'ils créent cet ajustement mutuel qui est nécessaire, qui pacifie les rapports sociaux et qui fondent l'idée de justice, en fait. La justice, c'est ce qu'on construit tous les jours dans nos rapports parce qu'on les rend prévisibles et que cette prévisibilité-là évite l'entrechoquement des attentes mutuelles. Et quand on évite cet entrechoquement des attentes mutuelles, on construit de la justice parce qu'en général, on a de la misère à définir qu'est-ce qu'est la justice, mais on est capable de reconnaître une injustice quand elle vient, et c'est généralement quand se produit quelque chose qui n'était pas prévisible, qu'on n'avait pas vu et qu'on n'avait pas prévu, et conséquemment qui devient inacceptable par son imprévisibilité. Abordé comme ça, évidemment, ça veut dire que dans la société, dans nos rapports entre nous, on passe notre temps à construire de la justice. Et je crois que réfléchir par les acteurs du droit est une façon peut-être de redonner à l'idée de droit sa réalité vivante. Et à ce moment-là, il arrête d'avoir une distinction trop sèche, justement, entre la normativité pour elle-même et la façon dont elle est agie par les acteurs du droit qui sont d'abord les citoyens et par les acteurs du droit eux-mêmes, c'est-à-dire peut-être parler davantage, justement, du rôle des professionnels du droit qui sont les acteurs de ce mouvement. Et là, oui, on peut aller jusqu'au huissier même, dont on n'entend jamais parler. Je vous dis ça comme ça, là.
si on parle de l'exécution des jugements, mais quand est-ce qu'on parle des huissiers dans une fac de droit? On découvre que ça existe lorsqu'on rentre dans un bureau d'avocat et qu'on comprend que c'est pas nous qui allons porter une lettre de mise en demeure ou n'importe quel autre, surtout, ou n'importe quel acte introductif d'instance. Quelqu'un fait ça. Hein? Alors là, on apprend qu'il y a des huissiers en plus. Là, tu sais, alors, ce que je veux dire, c'est que étudier le droit par ses acteurs et commencer par les acteurs les premiers, c'est-à-dire les citoyens eux-mêmes, ça m'apparaît peut-être une procédure ou un procédé qui vaudrait la peine d'être étudié. On a la chance, peut-être dans le contexte québécois, je conclue là-dessus, d'étudier beaucoup le droit par la jurisprudence parce que là, il y a une influence de la common law. Et donc, d'une certaine façon, on apprend un peu les contenus du droit par les histoires que la jurisprudence compte. Hein. Ça permet d'incarner un peu le droit. Je pense que on est avantagé par cette perspective-là, par cette façon-là d'aborder le droit. Mais ça m'apparaît encore toujours un peu asséché. Pourquoi? Parce que c'est toujours des histoires types. Le juge écrit, en fait, l'histoire dont il a besoin pour prendre la décision. Ça, en tout respect, comme on dit à la cour, là. Respectueusement, votre signorie. Mais c'est quand même ça. Le juge raconte l'histoire dont il a besoin pour expliquer pourquoi sa décision est la bonne. Et donc, c'est déjà une histoire reconstruite complètement. Donc, il faut aussi réfléchir à la façon dont les réalités se présentent pour vrai, pas uniquement dans la reconstruction qu'en fait le juge, même si je considère qu'on est avantagé de travailler à partir de ces matériaux-là. Il y a donc là, je pense, une voie, si on veut réfléchir à l'enseignement du droit à l'avenir, l'enseignement par ces acteurs, en commençant par ces premiers acteurs qui sont les citoyens eux-mêmes. Hein. Oui, je suis totalement en phase avec ça. C'est vrai qu'on on enseigne assez facilement le droit comme quelque chose de très figé, de très et de mort presque. Je suis assez d'accord avec cette idée-là. Ce en quoi la conception jupitérienne du droit qu'on a en France ne nous aide vraiment pas. En revanche, faire revenir par la base, par la vie du droit et au premier chef par ceux qui la pratiquent. Moi, j'ai créé un cours de profession du droit cette année, en deuxième année. C'est un peu dans cet esprit-là. Mais je crois aussi, et c'est aussi un objectif, les faire rentrer dans la fabrique du droit, y compris par les anecdotes sur la fabrique du droit, qui ne croient pas que, il y a, que le droit raison pure, c'est quand même quand on leur explique que dans tous les domaines, mais par exemple que telle règle sur le cumul des mandats n'existe pas parce qu'on a une idée très abstraite et très juste des choses, mais qu'en fait c'était uniquement pour empêcher Y de pouvoir se représenter parce que X voulait le virer et prendre sa place, et que le texte, il n'existe que pour ça, au premier chef. Il y a quand même ça permet une forme de désacralisation du droit qui fait du bien, parce qu'après on va se l'approprier, on va être capable de l'utiliser. Et le praticien, il est là aussi pour ça. Il va le prendre, il va l'utiliser. C'est de la matière qui va façonner. Et les étudiants, ils sont pas comme ça. On les met dans cette crainte révérentielle, dans cette espèce j'exagère, l'idolâtre, mais dans cette idée que c'est les tables de la loi. Et que, voilà, surtout, on touche pas. Pareil, même pour un arrêt. Enfin, le commentaire d'arrêt, c'est comme si c'était. Non, il faut rentrer dedans, faut le dépioter, faut creuser dedans, faut voir, faut le disséquer. C'est une grenouille, un arrêt. Faut y aller, sortir le scalpel. Oui, donc moi je reviens aussi sur ces questions de formation qui me semblent essentielles et qui étaient un petit peu en filigrane sur la question de la justice restaurative, avec les questions de difficulté d'installation en France de la justice restaurative, parce que ça rentre en conflit avec notamment la formation des juristes. Et la formation des juristes, donc c'est une entrée par le droit et par le droit positif, par une accumulation de règles. Et sans doute la formation des juristes gagnerait à avoir une vision élargie du droit et à donner à voir aux étudiants, y compris aux étudiants en droit, quelle est la place du droit dans les sociétés, voire à considérer le droit comme une science humaine et sociale, mais là, c'est un débat un peu pointu. Mais en tout cas, donner de la place aux sciences humaines et sociales dans l'apprentissage du droit, en permettant, alors on a parlé de l'expérience, c'est-à-dire de partir de cas particuliers
pour montrer aux étudiants comment se joue la règle de droit dans des relations notamment conflictuelles. Mais on peut aussi envisager de donner des connaissances globales aux étudiants en droit sur la vie du droit en société, ce que ma voisine appelle un savoir structuré. Et donc, c'est la question de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire à quel moment on donne aux futurs juristes, aux apprentis juristes, des données qui ne sont pas strictement juridiques et qui leur permettent d'avoir une approche plus globale. Et quand je dis à quel moment, là est ma question, c'est-à-dire que pour avoir eu une formation du juriste et essayer, mais seulement essayer de sortir de ce formatage, je crois que vraiment qu'à partir du moment où, dès l'après-bac, on rentre dans une faculté de droit où on n'a que des enseignements juridiques, essentiellement du droit positif, on a une forme de formatage intellectuel qui fait qu'ensuite on n'est plus ou peu accessible à d'autres savoirs et en particulier des savoirs relevant des SHS. Et donc, non seulement c'est important d'introduire cette dimension dans la formation, mais à quel moment faut-il l'introduire? Parce qu'il me semble que quand on l'introduit une fois que ce formatage a eu lieu, bah, c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps dans les bouquins d'introduction du droit, des disciplines annexes ou des connexes, annexes ou auxiliaires, des disciplines auxiliaires du droit. Donc elles ne sont pas intégrées au raisonnement. Et donc peut-être qu'il faudrait d'abord commencer par une vision globale avant de recentrer sur effectivement des connaissances juridiques utiles pour les professionnels du droit. Je pense qu'on conserve le formatage si on fait ça. Parce qu'ils ont déjà tout l'enseignement qu'ils ont reçu au lycée et donc on construit sur cette base-là. Si on se dit que c'est en bas de la pyramide, on va remonter. De toute façon, on remonte vers la pointe et ils seront sur ce formatage-là. J'ai plutôt l'intuition qu'il faut le faire une fois qu'on a commencé à un peu les formater. On casse un peu ce truc-là et puis on reconstruit autour. Et là, ça permet, en plus, il y a une maturité qui est un peu plus grande. Je pense que c'est plus intéressant à ce moment-là. Après, c'est pas du tout, ça ne repose sur aucune considération scientifique quelconque. C'est plus, je le disais, de l'intuition. Mais je pense que si on part trop tôt, ça va rester en route. Mais c'est même, je trouve même sur les raisonnements juridiques, pour moi, les 2 années de M, elles devraient être là pour ça. On construit une base en L, après on secoue un peu tout ça pour que ça soit pas trop figé et que justement il soit dans une malléabilité. Mais bon, voilà, c'est juste une opinion. Ah oui, pardon. Oui. Très vite. Oui, mais je peux laisser la parole. Non, oui, c'est juste pour dire que c'est une vraie question. Merci Isabelle. Et ma réponse sera un peu différente. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'on ne les formate pas. On n'est pas là pour les formater, on est là pour former, pour les cultiver dans la mesure de ce qu'on sait faire. On est surtout là pour former les esprits critiques. Et on est surtout là pour les aider à faire leurs propres choix. Voilà, pour moi, c'est plus un travail de guide que de gourou ou j'en sais rien quoi. Voilà, moi je dirais le plus tôt possible. Et puis, je pense quand même que stratégiquement, pour en faire de bons jurys, ça serait mieux parce que de leur faire autre chose que du droit dès la première année, ça permettrait de mieux faire passer la pilule du droit parce que c'est pas si simple. Tout ce qu'il faut ingurgiter comme connaissance au début, quoi. Donc pour moi, je reverrai complètement dès la première année. Il faut faire confiance aux étudiants, en fait. Il faut juste faire confiance aux étudiants. Et à nous, à leur donner la maturité qui leur manque. C'est quand même un savoir sociétal. Monsieur, vous aviez une question et après, on terminera par madame. Merci beaucoup, monsieur. Je voudrais d'abord me présenter. Je suis docteur Amadou Dieng, je suis avocat au barreau de Paris et je me suis mis en mission et je suis retourné au Sénégal, mon pays d'origine, où je fais des enseignements et que je continue aussi à m'intéresser à la question de la justice et du droit de façon générale, mais surtout à la question de la justice.
Donc, je voudrais ensuite remercier en tout cas les initiateurs de ce colloque et notamment féliciter la mise en place de ce réseau international pour l'innovation de la justice qui me semble être un élément important hein, dans le devenir de l'humain, hein, quel que soit le continent dans lequel il se situe. Et enfin, en troisième lieu, je voudrais intervenir principalement sur une question qui m'interpelle beaucoup, c'est celle de savoir un peu, et on voit un peu cette question-là à travers l'évolution qu'on peut remarquer sur les modes amiables, alternatifs ou appropriés de règlement des litiges. Parce que, à ma souvenance, dans un premier temps, on parlait beaucoup de modes alternatifs de règlement des litiges en n'ayant derrière la tête que c'est une autre justice. Or, je suis d'avis avec Madame la professeure, c'est une justice, ce n'est pas alternatif. Donc, c'est une justice. Ce premier point évacué, on en est venu à parler de règlement amiable en se disant que, bon, voilà, on va essayer de trouver une solution qui arrange tout le monde, etc. Mais on s'est vite rendu compte que ça se fait pas tout seul. Parce qu'il y a des règles, il y a un médiateur, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il puisse intégrer d'autres éléments de droit, de psychologie, d'analyse, etc., etc. Donc, on s'est dit, amiable, c'est peut-être pas exactement ça. Et maintenant, on parle de mode approprié des règlements des litiges. Et je crois que là, on se rapproche de la réalité dans la mesure où les litiges sont variés. Les problèmes sont variés, les difficultés sont variées. Donc, on ne peut pas utiliser une même méthode pour régler l'ensemble des litiges. Donc, il faut qu'à chaque litige, on puisse trouver la solution la plus appropriée pour régler ce litige-là. Donc, on en vient à la question de savoir la justice, comment elle peut prendre en compte toutes ces dimensions-là sans s'intéresser aux justiciables, sans prendre le problème à la racine, parce que c'est pas le juge qui dit que j'ai un problème, c'est le justiciable qui dit que j'ai un problème devant le juge. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est une question de structure? Est-ce qu'il faut des lois comme la réforme en disant que, voilà, il faut une médiation obligatoire pour certains litiges, il faut que les gens soient informés sur les bénéfices de la médiation. Donc, faire des lois, d'accord, créer des structures, parce que, bon, il y a la médiation conventionnelle, il y a la médiation judiciaire, mais à mon avis, est-ce que le problème de fond, est-ce que c'est un problème de structure ou un problème de culture? Parce qu'effectivement, la médiation ou les règlements appropriés n'ont pas eu une adhérence identique dans des continents différents. Par exemple, aux États-Unis, vraiment, les modes appropriés, que ce soit médiation judiciaire ou conventionnelle, sont bien ancrés dans le système hein, judiciaire. Hein. Et, même on parle de médiation obligatoire. Hein. Beaucoup de tribunaux dans beaucoup d'États ont des médiations obligatoires, ce qui semble être un oxymore, hein, médiation qui est obligatoire, mais c'est devenu une réalité. Au Québec, au Canada, effectivement, ces modes appropriés ou amiables ont pris de la place. Aujourd'hui, en France, la nouvelle politique, c'est la politique judiciaire de l'amiable. Bon, avec césure de procès, tout ça, c'est qui sont entrés en vigueur récemment. Mais ça ne prend pas réellement, il n'y a pas une réelle adhérence. Donc, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer cette différence vraiment d'adhérence, de prise en compte, en tout cas du justiciable dans la résolution de ces problèmes devant le juge qui est là, censé apporter la solution idoine pour les problèmes posés à ces justiciables. Donc, je vous remercie et vous souhaite bonne continuation. Merci. D'un mot, parce que c'est une vaste question et merci, et je vous suis largement. Bon, pareil, un peu comme tout à l'heure, les deux, certainement. Il y a la question structurelle et il y a la question culturelle, mais si je dois en retenir une et travailler sur une d'abord, et ce ne sera pas la plus facile, c'est la question culturelle. Parce qu'une fois qu'on aura fait évoluer les cultures,
voilà, sans doute on aura avancé et la question structurelle pourra être traitée en conséquence. Enfin, je vois les choses un peu comme ça. Sachant que la question culturelle, elle n'est pas juste la société, etc. La question culturelle, elle touche également les professions du droit. Et les vrais freins et résistances, ils sont à l'intérieur. Voilà. Par rapport aux expressions, quand on a publié les résultats de nos travaux, avec Jean-François Robert, on a publié un ouvrage à la LGDJ et c'était intitulé « Pour un droit du règlement amiable des différends ». Alors on a, avec toute l'équipe de recherche, discuté sur ces questions de mots, de sémantique, on voulait trouver le bon et on est resté sur amiable. Quelque temps plus tard, je crois que je préfère vraiment le approprié. Parce que je suis complètement d'accord avec vous sur les inconvénients de l'alternatif. L'amiable, c'était jamais. Et ça faisait consensus dans l'équipe, donc pareil, il fallait. Mais aujourd'hui, franchement, je suis 300% pour le approprié parce que je trouve qu'il parle plus. C'est le plus large, déjà, parce que quand on parle de mode approprié, on inclut le procès et on ne l'exclut pas. Et on ne fait pas comme pour le courant alternatif, on-off, si on a l'un, on n'a pas l'autre. Donc là, on a vraiment le continuum et le procès en fait partie. Donc on est vraiment dans une logique de justice inclusive, de ce point de vue-là, de justice plurielle. Alors plurielle, c'est pas Jean-François Roberge. Moi, je vais faire mon cocorico, c'est Loïc Cadier quand même. Hein. Stéphane va me détester, c'est sûr. Et voilà, mais c'est la justice plurielle. Alors, avec tous les mots qu'on veut, mais le approprié, moi, je pense que, voilà, quand on va proposer un service approprié à. Et le approprié, il entend la question approprié à quoi? Bah, approprié au conflit, approprié à mes besoins, approprié à. Et donc, voilà, moi, je suis plus sur l'approprié. Et est-ce qu'il faut vraiment. Je crois que ça permet gentiment de travailler à la culture en faisant ça. On va trouver la bonne voie, comme en montagne, quand on a plusieurs itinéraires. Et on va essayer de trouver le meilleur chemin pour arriver à l'objectif. Et des fois, il y en a des comme ça, des fois, il y en a des plus longs. Ouais, je dirais juste que c'est comme le NCPC. Il y a un moment, on finira par enlever le N. Ben là, on finira par enlever le A et on parlera des modes de règlement des différends. Et effectivement, on inclut la justice et puis on n'en parle plus. Et là, ça sera rentré dans la culture. Une dernière question. Je vais aller rapidement, on a faim. Je voulais rebondir sur notamment le concept de conseil juridique. Il nous a beaucoup intéressés au Québec. Qu'est-ce qu'un conseil juridique? Qui peut proférer un conseil juridique? Et sous un angle d'accès à la justice, notamment. Très récemment, il y a eu des projets de loi qui ont permis, entre autres, à des étudiants en droit, dès le bac, alors pour nous, au premier niveau, évidemment, universitaire, de commencer à donner des conseils juridiques sous la supervision bien évidemment, d'avocats. Même chose au sein d'organismes communautaires. Il n'était pas autorisé auparavant aux avocats, et je parle au nom de Justice Pro Bono en passant au Québec, mais plusieurs organismes revendiquaient depuis des années que les avocats d'organismes communautaires ou à but non lucratif puissent aussi donner des conseils juridiques. Alors, c'est fort intéressant parce qu'on a à peu près les mêmes débats, mais beaucoup de documentation néanmoins sur c'est quand on donne une information juridique et on disait souvent, on est toujours sur la ligne finalement parce qu'un conseil juridique, c'est pas non plus d'aller représenter devant les tribunaux seulement un justiciable. Hein. Ça peut être un début de stratégie, ça peut être juste de donner de l'information personnalisée sur un cas et pas nécessairement générale. Alors, ces projets de loi sont entrés en vigueur très récemment, là, c'est l'année dernière ou cette année, puis il y a des règlements pour les appuyer. Et le constat au niveau des étudiants, néanmoins, jusqu'à maintenant, c'est vraiment de permettre d'acquérir ces connaissances du savoir qui ne sont pas seulement celles du savoir au niveau de la connaissance, mais du savoir-faire et du savoir-être qui sont, quant à moi, en tout cas, pas nécessairement lors de moi, ma formation en droit qui remonte déjà, des éléments qui avaient été portés à notre attention ou dans notre développement professionnel comme très jeune juriste. Alors, ça permet d'aussi connaître la réalité du justiciable
de manière très en amont de notre profession, là aussi, puis du développement professionnel. Et donc, quand on dit que peut-être dans les universités, on compte autant d'étudiants presque de professionnels, mais ils ne sauront pas jusqu'à leur pratique si finalement, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire que de pratiquer ou la forme de juriste qu'ils devront l'être. Ben, ça permet vraiment de connaître la réalité des justiciables et de développer ces compétences qui vont plus dans le savoir-faire et le savoir-être, comme je le disais. Puis en terminant, il y a même des cliniques juridiques qui offrent des services avec des étudiants de d'autres facultés. Pensons notamment aux intervenants psychosociaux, aux travailleurs, travailleuses sociales. Donc, c'est hyper intéressant de voir aussi un étudiant en droit accompagné d'un étudiant d'une autre faculté agir et donner du conseil là, à un justiciable, mais des fois à sa deuxième année en droit. Donc, puis aussi, pour votre information, l'École du barreau, vous le savez fort probablement, offre maintenant des cliniques juridiques, donc rendues au barreau. Donc, avant d'avoir la licence, il est maintenant possible, en fait, c'est pas possible, c'est obligatoire. Ça fait partie de la formation professionnelle pour avoir cette approche holistique, me semble-t-il, là, de ce qu'est un juriste ou un avocat. Ben, ils ont cette formation maintenant obligatoire. Là. Ça fait partie de la formation de donner des conseils juridiques. Donc, voilà. On s'est inspiré, mais on a maintenant beaucoup d'universités ont des cliniques. Les écoles d'avocats aussi. Hein. Moi, à l'EFB, j'avais mis en place une clinique. Mais ce qui est amusant, c'est que dans la mise en place des cliniques, notamment universitaires, on a dû vaincre une certaine résistance, notamment des avocats, qui avaient peur de la concurrence de ces cliniques. Et donc, c'était « Ah non, mais attention, les cliniques ne font pas de conseils. » Et justement, information personnalisée. OK, on manie un peu l'hypocrisie. Donc, d'où l'idée de les faire accompagner par des professionnels qui, eux, peuvent donner des conseils juridiques et donc, ils vont le faire par l'intermédiaire, etc. Mais là encore, culturellement, et surtout sur les problématiques de monopole, de l'exercice, ça a été compliqué. Maintenant, ces barrières-là sont dépassées, mais moi, je vous rejoins totalement sur l'intérêt total pour les étudiants de participer à ça. Et moi, plus on en met, mieux c'est à mon sens. Eh bien, merci, chère Maya, à Montréal, et bon courage pour une longue journée, puisque vous vous levez très, très tôt. Merci, chère Lise, merci, cher Pierre, merci à vous toutes et à tous pour ces questions passionnantes. Nous nous retrouvons tout à l'heure à 14 h pour notre table ronde sur recherche et professionnels. Disons 14 h pour commencer à 14h10. Voilà. Et sinon, vous êtes invités à continuer et à déjeuner. Merci à vous.